parler de méthanisation et de digesta, enfin, qui est un nouveau fertilisant issu de ce procédé-là, et de l'effet sur une propriété du sol, la stabilité des agrégats. Sachant que cette filière de méthanisation est en plein développement en France et qu'elle soulève plein de questions, donc je vais un petit peu m'attarder aussi sur le contexte de développement de la méthanisation en France aujourd'hui. Et aussi, je voulais dire que la présentation est pas mal basée sur les résultats de travaux d'une thèse de doctorat que j'ai co-encadrée de Joshua Cook, là, qui est sur une des photos, et qui a aussi demandé à aller au-delà de justement des essais expérimentaux en conditions très contrôlées. Vous allez voir quelques résultats. Il a voulu aller aussi sur une parcelle d'agriculteurs dans la vraie vie, parce que pour lui, ça n'avait pas de sens de faire une thèse de doctorat sans aller chez un agriculteur. Et donc, un agriculteur que je connais bien, qui est un des premiers méthaniseurs en Bretagne, qui fait de la méthanisation depuis 2010, a accepté de nous recevoir. Et il fait partie de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Alors, ça va. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que la méthanisation, hein, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est juste pour rappeler que c'est un procédé de fermentation anaérobie, contrairement au compostage qui est une fermentation aérobie, et qui, vous voyez ici, là, c'est comme des fosses à lisier, mais recouvertes pour permettre cette fermentation anaérobie, et qui, à partir d'intrants qui rentrent dans ces digesteurs, qui peuvent être soit de la biomasse végétale, soit des fumiers, des bouts de stations d'épuration, des effluents issus des industries agroalimentaires ou des municipalités qui rentrent dans ces digesteurs, sont transformés par fermentation, enfin surtout le carbone de ce qui rentre est transformé en méthane essentiellement, et qui va permettre de faire du biogaz et puis éventuellement de l'électricité par derrière. Soit on reste sur du gaz ou de l'électricité. Et puis de produire également une boue qui est en sortie, qui est le digesta qu'on va être amené à valoriser en agriculture. Excusez-moi. Voilà. Alors, la filière se développe à la croisée de différents chemins. Des chemins énergétiques, puisqu'il s'agit, l'enjeu, c'est de remplacer l'énergie fossile, comme un petit peu partout. Des enjeux climatiques aussi. L'agriculture, on dit que l'agriculture en France contribue à 21% aux émissions de gaz à effet de serre, notamment du protoxyde d'azote lié à la fertilisation minérale, mais aussi du méthane lié à l'activité d'élevage. Et la méthanisation pourrait être un moyen de capter ce méthane et de le transformer justement en cette énergie renouvelable, et puis de remplacer la fertilisation minérale par de la fertilisation organique. Et donc de réduire cet impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique. Des enjeux aussi économiques, ça permet aux agriculteurs de diversifier leurs revenus, agronomiques, puisque maintenant il va falloir travailler sur comment bien gérer l'azote de ces digestats. Malheureusement, ce n'est pas ce dont je vais parler là tout de suite, mais il y a des travaux là-dessus. Et puis aussi des enjeux alimentaires, puisqu'on va voir, enfin je ne vais pas trop le développer, mais il y a toute la question de l'alimentation des digesteurs par de la biomasse végétale, qui du coup va rentrer en compétition avec la production de biomasse alimentaire. Et donc, pour ne pas oublier, là, vous voyez entre parenthèses un 15%. C'est le fait que, pour ne pas reproduire le modèle allemand qui s'est basé sur la production de maïs pour alimenter les digesteurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter le bétail, ça part dans le digesteur. Donc, pour éviter, et puis avec toutes les conséquences environnementales sur les sols, sur l'eau, etc., que ça a occasionné en Allemagne, pour éviter cela, la France a encadré cela en mettant un seuil de 15% de la production de maïs pouvant aller dans le méthaniseur. Donc 15% de la ration brute du méthaniseur, et pas plus que cela. Parce que d'un autre côté, le maïs est méthanogène, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu de maïs dans le méthaniseur. Donc vous avez un graphe qui montre que c'est depuis les années 2010 qu'on a vraiment un développement croissant de la méthanisation en Bretagne. Et aujourd'hui, on est autour de, en Bretagne, non en France, de 1300 unités de méthanisation en 2021, un peu plus maintenant. Bon, donc tout cela est forcément soutenu par un ensemble de politiques publiques qui sont listées ici. Je ne vais pas les reprendre. Je voulais juste dire qu'en 2012, le projet agroécologique pour la France considère que la méthanisation est un levier de la transition agroécologique.
Voilà, alors l'agriculture joue un double rôle dans ce développement de filière, parce que c'est une source d'intrants. Donc on voit ici sur ces graphes-là qu'on a, enfin vous voyez que vous avez une grande partie de la biomasse des gisements qui vont être mobilisés en 2050 pour alimenter le méthaniseur, qui sont finalement d'origine agricole. Ce sont des effluents d'élevage, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des résidus de culture et même des fauches de prairies. Alors, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, je vais en dire quelques mots. Et puis là, juste, je voulais mentionner que finalement, par rapport au seuil des 15%, la réalité en Bretagne est que finalement, ça représente 7% des rations et que finalement, ça correspond à 0,1% de la SAU bretonne, cette fameuse culture principale de maïs qui va aller dans la méthanisation. Alors, et puis, du coup, puisqu'on ne peut pas mettre de culture principale, alors ce qui se développe de plus en plus, c'est ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont soit des cultures d'été qui vont être, par exemple, entre deux blés d'hiver, ou un blé et un orge d'hiver, donc qui vont être semés en août et récoltés en novembre, ou des cives d'hiver qui sont par exemple entre un blé et un maïs, et un blé d'hiver et un maïs, et qui vont occuper le sol depuis août jusqu'à avril de l'année suivante, et qui peuvent rentrer en compétition maintenant avec les cultures principales quand même, dans la façon de penser des agriculteurs quand même. Et aussi le rôle d'utilisation du digestat et de modification des pratiques de fertilisation. Et puis, il est question du coup de savoir si un digestat, c'est plutôt un engrais pour fertiliser les cultures ou plutôt un amendement pour améliorer la qualité des sols. Alors, juste un petit mot sur ces cultures intermédiaires à vocation énergétique. En fait, c'est comme vos couverts, les cultures de couverture, voilà, qui sont de toute façon, là en bas vous voyez 6 pans, donc nous on appelle ça, oui, alors excusez les acronymes, c'est vrai que c'est très français les acronymes. 6 pans, donc culture intermédiaire piège à nitrate, qui sont obligatoires dans la moitié de la surface de la SAU française, dans les zones, ce qu'on appelle les zones vulnérables, mais qui sont là pour couvrir le sol pendant la période hivernale, éviter les lessivages de nitrate, les problèmes aussi de ruissellement de surface et d'érosion, et qui sont non fertilisées. La réglementation dit qu'elles ne doivent pas être fertilisées, pas traitées chimiquement, et ensuite le devenir, c'est soit un engrais vert pour la culture suivante, soit elles sont récoltées comme pour l'alimentation du fourrage. Et donc ces cultures, dans le cadre de la méthanisation, vont être remplacées par des cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cives, qui ont toujours cette capacité à piéger l'azote pendant l'hiver et à couvrir le sol pendant la période hivernale. Donc il y a toujours un intérêt environnemental, mais qui, contrairement aux fameux 6 pans, elles ont le droit, entre parenthèses, d'être fertilisées à hauteur de 50 kg d'azote par hectare, qu'elles peuvent être irriguées, qu'elles peuvent être traitées chimiquement, et qui sont forcément récoltées, donc sorties de la parcelle, avec un objectif forcément de production de biomasse le plus possible pour alimenter ensuite le méthaniseur. Donc il y a quand même ce questionnement autour de ce changement d'utilisation du sol et de devenir du couvert végétal, mais donc que je ne vais pas développer ici. Alors, les digestats, du coup, on n'a pas un digestat, c'est comme pour les fumiers, les composts, etc. On a une diversité de digestats. Ici, ce qui est représenté, c'est finalement l'ensemble du procédé à partir des intrants qui rentrent dans le méthaniseur. Ensuite, vous avez soit de la méthanisation par voie solide, soit par voie liquide, et c'est essentiellement ça qui se passe. Les unités sont plutôt par voie liquide, mésophile, c'est-à-dire à des températures de 30-40 degrés, avec des temps de séjour dans le méthaniseur qui peuvent être de 50 à 100 jours. Ensuite, derrière, il peut y avoir un post-digesteur pour essayer de récupérer au maximum le carbone des intrants et le transformer en méthane. Ensuite, vous pouvez avoir de la séparation de phase qui va séparer le liquide du solide, et le solide peut être stocké, composté, séché. Et donc, les flèches bleues montrent en fait qu'à chacun de ces maillons, on peut avoir un digestat du coup différent de celui qu'on aurait si en plus on fait de la post-digestion, ou en plus on fait de la séparation de phase, ou en plus la séparation de phase
est composté, etc. Donc, c'est ce qui est un peu représenté ici. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques, c'est juste pour information et pour vous. On a soit une boue brute, soit après séparation de phase, un lisier, quelque chose qui est proche du lisier, liquide, et puis du solide qui va pouvoir être éventuellement séché. Et puis là, je ne l'ai pas mis, mais aussi composté. Donc, quand on dit digestat, il faut savoir de quoi on parle exactement. Ensuite, la particularité de ces digestats, c'est que l'azote se trouve la proportion ammoniacale de l'azote est plus importante que dans un lisier. Donc, ça peut être intéressant par rapport à la fertilisation des cultures. C'est de l'azote plus disponible. En revanche, il peut y avoir des problèmes de perte par volatilisation lors des épandages s'ils ne sont pas faits correctement. Et surtout que le pH des digestats est élevé. Ah, décidément. Non, pardon. Alors, pourquoi je me suis retrouvée à travailler sur ce sujet-là oui, c'est le fait que sur Rennes, oui, moi, l'Institut Agro, c'est à Rennes, en Bretagne. Et donc, c'est une zone d'élevage. Et on mène des recherches dans différentes disciplines, en production végétale, en production animale, en environnement. Et puis, dans les génies des procédés, on a une unité de recherche sur justement la méthanisation, les compostages, etc. Et on a réalisé en 2012, 2013, qu'on était des chercheurs on se connaissait, on s'entendait bien, puis il y avait un intérêt à créer un groupement d'intérêt scientifique, le GIS Apival, Apival, encore un acronyme, pour approche intégrée des filières de valorisation des effluents organiques. Et l'idée derrière, c'est de mieux valoriser tous les déchets, et parmi eux les effluents d'élevage, pour réduire l'impact environnemental et valoriser le potentiel agronomique, énergétique et économique. Donc, c'est ça un petit peu l'objectif global du GIS Apival. Et il y a 6 partenaires institutionnels et 12 unités de recherche qui font partie de ce GIS. Et l'idée, c'est de mettre ensemble toutes nos compétences, à la fois scientifiques, mais aussi techniques, toute notre plateforme expérimentale, nos équipements de laboratoire, etc., pour essayer d'avoir une approche globale de la filière, depuis l'aliment des animaux jusqu'à la valorisation dans les sols et puis les impacts environnementaux dans l'air, dans l'eau, etc. Ça a cette ambition. Dans la réalité, si on arrive déjà à travailler 2 par 2 sur 2 maillons de la filière, c'est bien. Mais disons qu'au moins, on partage régulièrement l'avancée de nos travaux. Et donc, dans ce cadre-là, du GIS Apival, et parce que la filière méthanisation en France est controversée, il y a des gros questionnements et des inquiétudes même sur les retombées économiques pour l'agriculteur parce que l'investissement est élevé. Est-ce que l'accès aux différents gisements peut être sécurisé? Est-ce que l'électricité qui sort de là va être achetée à un tarif qui va être rentable pour l'exploitant? Et puis, il y a des incertitudes aussi agronomiques sur la qualité même des digestats, environnementales, sur l'impact sur la qualité des sols, la biodiversité, des inquiétudes sociétales sur les nuisances que ça peut causer de mettre des méthaniseurs partout dans la campagne bretonne et française. Et puis même, ça va jusqu'à le fait qu'on soutienne un mode d'agriculture industrielle, etc. Donc, nous, scientifiques, ça nous questionne parce que cette controverse, elle existe également au sein de la communauté scientifique. Donc, on a décidé d'organiser un workshop en novembre de l'année dernière, où on a invité 70 chercheurs environ et partenaires professionnels de nos programmes de recherche pour justement débattre de tout cela et puis mettre sur la table toutes les connaissances qu'on pouvait avoir sur tout ce que je viens d'évoquer pendant 2 demi-journées. Et donc, on a écrit une note de position. Donc, toutes les présentations sont sur le site qu'il y a en bas, là. Vous avez les présentations qui ont été faites. Et puis, il y a une note de position qui a été écrite et qui, pour l'instant, n'est qu'une note de position. Elle n'est pas publiée. Enfin, elle n'est pas dans le journal Le Monde. Mais en fait, en disant, la méthanisation peut être considérée comme faisant partie de la transition agroécologique, en faisant attention à un certain nombre de points, qui est la sobriété énergétique et du procédé, que la politique tarifaire soutienne aussi des petites unités de méthanisation rustiques, pas uniquement des gros projets,
que en termes justement ces cives qui questionnent de s'engager sur des multi-espèces, des cives multi-espèces, avec une conduite extensive, de ne pas trop intensifier la culture de ces cives. Le maintien des cultures pérennes, de la valorisation de la biodiversité, et puis aussi de travailler sur un meilleur recyclage territorial des nutriments. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il y avait dans notre note de positionnement. Et ça revient un petit peu, je voulais juste mettre là, le fait que les agriculteurs bio, par exemple d'Ille-et-Vilaine, se sont aussi posé la question de leur positionnement par rapport à la méthanisation. Et ils ont écrit une charte très détaillée avec l'ensemble des points évoqués ici pour dire, OK, on est d'accord avec la méthanisation si... si l'agriculteur reste autonome en termes d'accès aux intrants, si cela ne remet pas en cause l'autonomie alimentaire du troupeau, si le pâturage reste maintenu à la hauteur de ce qu'il était, etc. Qu'il ne faut pas qu'il y ait de conséquences majeures sur les modes de production. Donc voilà, ça c'était un peu le contexte, on va dire un peu politique, social du développement de la méthanisation. Et je vais aller plus vite. Et puis l'autre contexte, c'est justement maintenant, il faut clairement mieux connaître la valeur agronomique de ces digestats et notamment, alors la valeur azotée, il y a plein de travaux là-dessus. C'est pas de ça dont je vais parler, mais il y a plein de travaux là-dessus. Mais moi, la question, c'était l'effet des digestats sur les risques de battance, d'érosion et de ruissellement, et donc à travers l'étude de l'effet des digestats sur la stabilité des agrégats, surtout qu'on a des sols battants avec 60 à 70% de limon, juste 12-13% d'argile et puis des teneurs en matière organique à la hauteur de 2%. Donc, ça questionne. Donc, j'avais fait un petit état de l'art, je vois le temps qui passe, qui est résumé ici en cherchant des publications sur l'effet des digestats sur la qualité des sols, biologiques, physiques et chimiques, avec en gros des effets plutôt nuls ou positifs, avec un smiley vert, c'est le cas dans 95% des publications. Il y a quand même des publications qui voient des résultats différents, mais en gros, voilà. Et que le seul point de vigilance, c'était l'accumulation des éléments en suspension dans les sols, et puis le fait qu'il y ait la richesse en cations monovalents qui pouvait aussi poser problème au niveau de la qualité des sols, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc, Joshua, lui, au début de sa thèse, a essayé aussi de trouver des publications sur l'effet des digestats sur la stabilité structurale. Et vous voyez qu'il y a très peu de publications par rapport au reste des fertilisants organiques. Et ces publications sont issues de pays tels que l'Italie, l'Espagne, la Norvège, l'Allemagne, l'Angleterre. En tout cas, rien en France. Et puis, on n'a pas d'informations sur les caractéristiques des digestats. Donc, dans cet état de l'art, là que je remets, je présente juste 2 exemples de publications, de résultats de publications qui disent que, par exemple, après 3 années d'apport de digestat, on a un effet nul ou positif du digestat par rapport à une situation où on n'en apporte pas, dans le cas de la publication en haut. Et puis en bas, c'est une publication en Espagne où on met en évidence aussi le caractère, encore une fois, là aussi, il y a de la dynamique, même pour la stabilité des agrégats. C'est peut-être pas comme les nitrates, mais quand même, il y a aussi une dynamique, c'est-à-dire que selon la période où on fait la mesure, on peut ne pas avoir le même résultat. Et donc là, par exemple, on a un effet positif du digestat par rapport à ne pas en amener ou même à une réduction du travail du sol, mais uniquement sur 3 dates d'une saison, d'une période, c'est dans un verger d'oliviers, et au bout de quelques mois, cet effet n'apparaît plus. C'est ce qu'on voit à la fin dans la dernière date en mai. Donc voilà, un effet temporaire, positif mais temporaire. Alors nous, ce qu'on a cherché à voir dans la thèse de Joshua Cook, c'est de voir, et puis c'est des travaux de recherche qui sont menés pour d'autres fertilisants organiques, c'est de voir, quand on parle de stabilité des agrégats, c'est quel type de stabilité qui se met en place, donc que vous voyez décrite ici sur ce schéma, et comment est-ce qu'on peut mettre en relation les caractéristiques des produits de ces digestats, là en l'occurrence, en termes de formes de carbone présentes dans le produit, depuis les plus labiles jusqu'à les plus récalcitrantes, mais aussi la présence de minéraux dans les digestats. Donc, est-ce qu'on peut
mettre en relation ces caractéristiques avec la stabilisation des agrégats en essayant de comprendre les mécanismes par lesquels cette stabilisation se fait, qui sont soit d'ordre biotique parce que ça stimule les micro-organismes du sol, justement, et qui jouent un rôle d'agrégation et de stabilisation des agrégats, soit par des mécanismes abiotiques. Je vais passer, mais c'est ce qui est là-dessus. Donc, on a travaillé, Josué a travaillé sur une quinzaine de digestats qui ont été collectés sur des vrais sites. Donc, c'est des digestats issus d'exploitation agricole, mais aussi des digestats issus d'une collectivité territoriale. Et il a mis en incubation ces digestats séchés, mélangés à des agrégats de sol, pendant 182 jours. Je vais vite. Ici, vous avez les caractéristiques des digestats. Comment on mesure la stabilité des agrégats, mais je passe, je n'ai pas le temps. Mais voilà ce qu'il a obtenu comme résultat, c'est le fait qu'il y avait plusieurs dynamiques. Ce que vous voyez sur ces graphes, c'est des dynamiques d'évolution de la stabilité des agrégats une fois que ça a été mélangé dans le sol, dans des conditions optimales de fonctionnement biologique du sol. Et donc, on voit plusieurs dynamiques. Donc en rouge, c'est le sol témoin, et en vert, c'est le sol qui a reçu des digestats donc différents. Et l'idée, in fine, c'était de se rendre compte qu'il y avait plusieurs dynamiques possibles, que 4 types. Donc ça fait comme une typologie basée sur 4 comportements de digestats, avec soit une réponse très, très importante mais très transitoire de la stabilité structurale, soit une réponse un peu plus lente et qui dure un certain temps. Excusez-moi, mais peut-être que... Oui, voilà, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a quand on apporte un fumier dans le sol, soit une diminution puis une réaugmentation de la stabilité structurale, soit une augmentation très lente et très faible de la stabilité structurale. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi quand on apporte du compost. Alors, je tiens à dire ici que c'est sur des pas de temps de quelques mois. Hein. C'est pas des effets cumulés, donc sur plusieurs années. Mais c'est l'effet direct du digestat. Et donc, ça correspond à des digestats. Par exemple, les digestats bruts, la fameuse boue, on peut en avoir qui se comportent selon 3 types différents. Les digestats compostés, eux, c'est plutôt ce type de réponse qu'ils entraînent. Et puis, les digestats... les phases liquides de digestat, par exemple, c'est plutôt ce type de comportement. Donc voilà. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut classifier comme ça les digestats, et puis après, dire, voilà, quand vous allez épandre un digestat dans le sol, voilà ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Et c'est ce on a essayé de voir justement chez l'agriculteur. Bon, je passe, je m'excuse, mais sauf à dire qu'ici, ce qui a été démontré, c'est que ces effets-là, étaient dépendants de finalement la fraction soluble et facilement extractible du carbone et de l'azote présente dans ces digestats. Bon. Et donc voilà, l'essai a été mis chez cet agriculteur qui a accepté donc de nous recevoir avec une dose de digestat. Alors là, pour le coup, on était en conditions normales. Une dose de digestat à 25 mètres cubes hectare, et puis 2 fois la dose à 6 mètres cubes hectare. Et le fait de l'avoir suivi sous colza, et puis ce qu'on a pu voir, c'est quand même cet effet direct du digestat avec les doses élevées, juste après l'apport. Positif par rapport à une parcelle où il y a rien, il n'y a pas d'apport de digestat. Mais très vite, encore une fois, c'est un effet transitoire parce que 15 jours après, finalement, on n'a plus d'effet du digestat sur la stabilité des agrégats. On n'a pas d'effet positif, mais on n'a pas d'effet négatif parce qu'il y a cette question tout le temps de se dire est-ce qu'il y a des effets négatifs ? Il n'y a pas d'effet non plus négatif. Ça aussi, c'est important de le souligner. Et puis après, en mars de l'année suivante, on espérait voir l'effet indirect à travers les racines parce qu'on se disait quand même avec des doses différentes. Là, vous voyez la biomasse de colza quand même qui est différentes selon les traitements. Et puis, on se disait peut-être qu'on va voir des résultats différents sur la stabilité des agrégats, mais non. On a des valeurs qui sont tombées à des niveaux plus bas qu'en septembre, et puis sans différence significative entre les modalités. Et là, je ne vais pas développer, mais ça m'intéresserait de discuter justement avec Jacinthe, avec Martin, avec d'autres sur comment conduire des essais au champ et comment répéter ces essais, avec tous
tous les problèmes aussi de variable d'hétérogénéité qu'on a dans de tels essais. Ça soulève plusieurs questions. Voilà, alors, bon, je vais pas, je voudrais laisser, là, je passe le résultat précédent, mais là, c'est des résultats sur un essai expérimental longue durée du type de l'essai de Saint-Augustin à Saint-Augustin. Là où sont comparés différents fertilisants organiques sur une rotation équivalente maïs-blé. On n'a pas de soja, mais un jour, peut-être qu'on aura du soja en Bretagne, je ne sais pas. Mais donc, vous avez les caractéristiques de ces produits là dans le petit tableau bleu. Et là, en fait, vous avez cet essai a été démarré en 2012 et puis donc des mesures en 2021, où là, entre du fumier, du compost, du lisier de porc et le digestat de ce lisier de porc, finalement, on n'a pas de différence significative entre la stabilité des agrégats et même pas de différence avec le témoin. Et là, la question qui se pose, c'est finalement, encore une fois, c'est le moment où on échantillonne et on fait la mesure. Il s'avère qu'en 2021, c'était avant un maïs et après la destruction d'une culture de couverture. Et donc, on pense que c'est la culture de couverture qui a eu un effet sur la stabilité, sur cette propriété et pas tellement les traitements qu'on étudie. Donc, la prochaine campagne qu'on va faire, ça va être l'année prochaine où en plus, on appelle ça un monitoring, où on va justement intervenir à plusieurs, à faire des analyses aussi de diversité microbienne, des analyses d'activité enzymatique, d'activité lombricienne, plein de mesures différentes qui vont nous permettre un petit peu d'aller plus loin dans la compréhension de ces résultats et puis peut-être un effet positif. Ou pas, des digestats. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'ici, ce que j'ai indiqué ici, c'est la quantité de carbone par hectare et par an qui est apportée, parce que les doses qui sont apportées sont des doses agronomiques. Ce sont des doses qu'on calcule pour une quantité d'azote à apporter réglementaire. Et donc forcément, donc voilà les doses que l'on a. Oui. J'en arrive à la fin. Et comme c'est du digestat liquide qui a une teneur en carbone, une teneur en matière sèche plus faible que le fumier, bon, c'est normal qu'au final, ça corresponde à 0,56 par exemple tonnes de carbone par hectare et par an versus 2 tonnes par hectare et par an pour du fumier apporté. Vous voyez la différence. Et pour autant, on a le même niveau de stabilité des agrégats. C'est ça aussi qu'il faut noter. Voilà. Alors donc ça c'était sur un essai sur sol limoneux en Bretagne. Sur un autre essai, là c'est un sol calcaire dans le nord de la France, en Alsace, où là par contre, après 3 années d'apport, on a un effet positif et significativement positif d'un des 2 digestats étudiés, donc dont les caractéristiques sont présentées ici. Ici en haut, j'ai indiqué quel type de digestat c'était. Donc là, on a un effet positif par rapport et du même ordre que l'effet d'un fumier, de 3 années d'apport de fumier. Donc, j'avoue ne pas avoir trouvé d'explication à ce type de résultat, si ce n'est que c'est un sol calcaire et donc avec un comportement peut-être particulier. Bon. Voilà, donc je conclus justement, c'est que pour le moment, on a peu d'études dans la littérature sur l'effet de digestat à dose agronomique sur la stabilité structurale. Dans les résultats, en gros, on a quand même des effets qui dépendent des types de digestat. Je n'ai pas montré là, mais on a fait quand même aussi des manipes d'incubation avec des sols argileux. Et là, on peut avoir un risque un effet négatif quand on a un digestat avec une teneur élevée en sodium. Voilà, et que les effets sont forcément modulés un peu, c'est ce qu'on entend toujours et c'est vrai aussi ici par les conditions environnementales, les conditions de type de sol, de culture, etc. Donc il faut poursuivre le travail et ce que je dis aussi, c'est que ce qu'il faudrait étudier aussi, c'est l'effet des cives, de la conduite des cultures intermédiaires à vocation énergétique sur la qualité des sols. Voilà, donc tous ces travaux sont menés dans le cadre de différents programmes de recherche. Il y en a beaucoup en ce moment en France sur la méthanisation, les digestats.
Et là, par exemple, il va y avoir un guide de fertilisation à base de digestat qui va être produit et dans lequel on va intégrer les connaissances sur l'azote, mais pas que, mais sur l'effet sur la physique du sol, sur la biologie du sol, les aspects sanitaires, etc. Voilà. Je vous remercie.